Merci à vous, Mme Zoury. Et nous passons donc à la période d'échange. Monsieur le ministre responsable des infrastructures, à vous là. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le document et la présentation. Pour moi, c'est un document qui vient concrétiser, qui vient exprimer de manière concrète des éléments. Parce que pour moi, le cadre, c'est la stratégie. La loi, les directives, les règlements, c'est le volet réglementaire et légal qui nous permet d'atteindre la stratégie. Puis on descend encore un peu plus bas je dirais dans des scènes pratiques et des recommandations qui sont assez appliquées. Alors, je vous remercie, puis on va les regarder attentivement. Je pense qu'il y en a plusieurs. Par exemple, pour moi, le bureau de projet, où il y a de l'expertise centralisée. Bon, mais je reviens toujours avec la Société québécoise des infrastructures, qui était anciennement la Société immobilière du Québec, qui, par fusion 2012 avec Infrastructure Québec, qui était la boîte d'expertise, est devenue la Société... Bon, puis il y a 350 professionnels, architectes, ingénieurs qui sont là et qui sont un noyau assez fondamental d'expertise. Donc, pour moi, c'est peut-être le modèle qu'on a comme bureau de projet, bien que ce n'est pas exactement la même définition, mais où l'expertise est centralisée pour pouvoir aider tout le monde. Mais si on se relève d'un pas, parce que, comme je vous dis, quand vous nous présentez ça, bien, je trouve qu'il y a plein de pistes opérationnelles et des pièges à éviter que je pense qu'on couvre quand on va l'opérationnaliser, mais c'est bien de s'en souvenir et de se le rappeler, c'est bien structuré. Mais si on se lève d'un pas... vous entendre sur le caractère adéquat des modes collaboratifs dans une perspective de gestion de projets d'infrastructures publiques, avec certaines allusions qu'on a peu attendues, mais une fois et trop, alors je veux vous entendre, sur, oui, mais ça favorise ces modes collaboratifs où on vient asseoir les professionnels, les entrepreneurs, les parties prenantes, le donneur d'ouvrage. Par un appel d'offres public, on qualifie ces gens-là, puis là, on travaille ensemble à amener un projet à terme en bénéficiant des compétences de l'expertise dès la planification. En quoi cette approche-là, selon vous, favoriserait plus la pratique collusoire qu'une pratique d'appel d'offres traditionnel au plus bas soumissionnaire? Moi, je pense que ce n'est pas le cas, mais vous connaissez bien ça. C'est quoi votre estimation par rapport à ça? Écoutez, c'est une bonne question d'abord. Je vous remercie pour votre commentaire par rapport à la qualité du document. Je pense que ça fait écho à un échange qu'on a eu il y a plusieurs mois de dire c'est ça qui est ça, mais j'ai besoin de solutions concrètes pour le faire atterrir. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que c'est plus une façon de gérer le risque qu'il y ait une apparence de collusion ou des problèmes de transparence que l'éventualité d'en avoir. Moi, je pense à un exercice, comme je l'ai signifié tout à l'heure, QYP, Know Your Partner. C'est un des éléments clés qui a fait ses preuves dans plusieurs autres industries, que cette connaissance, cette proximité documentée et ces préqualifications, puis le mot que j'utiliserai dans ce sens-là, c'est revue diligente. C'est d'exercer une certaine revue diligente, documentée, disponible sur des plateformes digitales, parce que aussi des fois, les contraintes physiques pourraient être un enjeu, mais moi, ça me rassure d'avoir un espace collaboratif où les parties prenantes sont autour de la table. Les conditions gagnantes pour qu'ils soient autour de la table, il faut que ça soit clair en mode préqualification. Il faut que chacun autour de la table sache son rôle et responsabilité, mais aussi, ce qui revient souvent, c'est au niveau de la gestion de risque. Quel risque, moi, j'ai comme entrepreneur à être autour de la table, puis comment je le mitige, ou c'est en mode on me pitch ça dans ma cour, puis je dois vivre avec, puis c'est moi qui assume les conséquences. Je pense que la notion de gestion de risque là-dedans prend toute son importance dans la considération. Puis je veux vous amener, parce que pendant que vous parlez, ces deux éléments, j'avais mis des petits astérix. Bon, la préqualification, je ne suis pas contre, mais je vois toujours des aspects dans la préqualification. Ça dépend toujours quand est-ce qu'on le fait et quand est-ce qu'on doit le mettre à jour. Si pour vous, une préqualification, c'est-tu d'avoir une banque de préqualifiés, mais là, ça m'obligerait continuellement à m'assurer que ces qualifications-là sont toujours pertinentes, ou de préqualifier momentanément
contrat d'envergure et complexe qu'on veut faire en RPI le plus tôt possible. J'essaie juste de voir, c'est-tu de former une banque ou c'est d'être quand même à la pièce? Parce que ces pièces-là vont être assez rares. Je veux dire, on n'aura pas 13 à la douzaine, là. OK. Mais c'est une bonne question et la perspective que je vois à cet exercice-là, c'est d'abord une phase 1 de préparation et de peupler cette base de données et de la préparer, mais surtout de la penser dans un esprit de qualification. Qui sont les leaders, qui sont les moyens, qui sont les plus bas? Puis, j'avais poussé un peu la proposition à avoir même une cote de risque, comme on a une cote de crédit ou une cote de fiabilité, d'avoir une cote de risque déjà associée sur des bases que le gouvernement aurait décidé, notamment la fiabilité financière, la qualité de l'ouvrage, une fois livré, les ressources, parce que souvent, qui pourrait arriver, et là encore, là, je ne suis pas la spécialiste de l'infrastructure, mais on promet, et finalement, ce qu'on livre, parce qu'on manque de ressources qualifiées, c'est pas ça. Ou dans l'autre sens, qu'on dit souvent, c'est que lorsqu'il y a un appel d'offres, ben, c'est 2-3 bolettes, c'est pas très clair, le scope, puis une fois qu'on commence la phase 1, ben, on se rend que le scope est pas mal plus que ça, et le risque là-dedans incombe toujours à l'entrepreneur. Donc pour moi, il y a une phase 1 de monter cette base de données et de la peupler sur cette base justement de gestion de risque pour le donneur de l'ouvrage, mais aussi pour l'écosystème d'infrastructure. Et ponctuellement, lorsqu'il y a des projets majeurs, il y a une mise à jour, il y a un changement, et on appelle ça dans le jargon un trigger qui ferait que quelqu'un, sa cote de risque changerait, soit qu'il a changé d'emploi, ses revenus ont changé, il a quitté ses fonctions. Donc, il y a cette logique un peu de préqualification en jour 1 de monter la base de données sur des bases des critères bien précis, puis pouvoir déterminer les déclencheurs qui feraient qu'on les met à jour. Le déclencheur pourrait être justement l'appel d'offres ou pourrait être éventuellement... puis il y aurait un bout de responsabilité que je verrais là-dedans de la part du contractant, que s'il y a un changement dans sa posture financière ou de livraison, ben, qu'il va dans la base de données puis qu'il met à jour l'information. C'est bien. C'est sûr qu'après ça, quand nous, on le réfléchit intellectuellement puis qu'on s'interroge comment ça va procéder, il y a beaucoup d'informations qui vont être à l'intérieur de la documentation d'appel d'offres où ça va être très névralgique puisqu'on va vouloir qualifier... Alors peut-être une préqualification, ça serait plausible sur certains aspects, mais la notion de partage de risques, des attendus entre les partenaires et le donneur d'ouvrage, ça va être bâti beaucoup dans le processus d'appel d'offres, dans cette documentation-là, pour éviter... On veut donner la même information à tous ceux qui voudraient être tentés par l'exercice. Et chaque projet étant assez spécifique, complexe et non nécessairement reproductible, je pense que c'est la documentation, l'effort doit être mis à l'intérieur de ce document-là. Alors, quand vous dites l'appétit au risque ou le partage de risque, moi, je vois difficilement comment il peut être a priori de la nature du projet spécifique qui, lui, va amener cette réflexion-là, puis de dire, voici comment on voit ce partage de risque-là, qui ne serait pas la même chose dans le projet B et C que le A, puis c'est là qu'on va le définir. Vous avez la bonne analyse, justement. C'est comme un processus de qualification au crédit. A priori, on te préqualifie pour un crédit entre tel montant et tel montant. Maintenant, quand tu vas vouloir acheter la maison qui coûte 450 000 $, l'analyse va être plus étoffée et va être contextuelle au projet dans le cas où on parle, contextuelle à l'appel d'offres en particulier, à ses attributs ou à son envergure et ses particularités. Mais qu'il y a un premier temps de préqualification qui permet d'accélérer le processus parce qu'on l'a vécu sur plusieurs dossiers, c'est que lorsqu'il arrive le temps de lancer les appels d'offres, généralement, c'est les mêmes documents de base. Maintenant, la particularité de l'offre, elle est différente, mais les documents de base. Et là, je fais en fait réponse à cette agilité qu'on veut avoir dans le processus, cette simplicité, mais cette rapidité d'agir pourrait être adressée par cette préqualification, puis cette base de données qui devrait être tenue à jour. Souvent, on a entendu aussi des commentaires de dire, si ça fait l'affaire de l'industrie, est-ce que c'est au détriment du donneur d'ouvrage? Et à contrario, si ça fait l'affaire du donneur d'ouvrage, est-ce que c'est à contrario, c'est aux dépens de l'industrie? Puis moi, je dis non, je crois que c'est une approche vraiment gagnant-gagnant. Puis
pour deux motifs. C'est-à-dire que comme donneur d'ouvrage, je veux pouvoir bénéficier de l'expertise, des compétences, des connaissances, l'expérience et la valeur ajoutée de cette triade-là, là, architecte, ingénieur, entrepreneur général et potentiellement d'autres intervenants, pour qu'ils viennent bonifier la solution à mes besoins bien définis. Et à contrario, l'industrie nous dit, si on est en mode collaboratif, en partage de risques, c'est-à-dire que je n'assume pas tous les risques et je vais être plus apte à soumissionner parce que j'ai moins d'enjeux de financement a priori du projet. Est-ce que vous voyez que c'est vraiment gagnant-gagnant ou ça dépend de d'autres motifs? Écoutez, je pense que la lecture encore que vous faites, puis elle est partagée dans l'industrie dans ce sens-là. Ça renvoie à mon document à la section se préparer et être prêt. C'est toute la différence. Et dans le projet de loi, il y avait une phase de négociation. Puis dans cette négociation-là, ce que je prévalerais, c'est vraiment cet échange entre les parties prenantes de dire « what's in it for me » tout un chacun, puis qu'il y a une acceptation chacun du risque encouru, puis et qu'il y ait une lecture des mesures de mitigation de part et d'autre. Et la seule façon de le faire, c'est le KYP encore, Know Your Partner, de part et d'autre. Parce que souvent, on pourrait se pitcher la balle d'un bord ou de l'autre. Mais la seule façon, c'est de s'asseoir jour 1, clarifier les attentes, clarifier le scope, puis revenir sur cette gestion de risque. Dans quelle mesure, si je suis en mode délégation totale de livrer le projet presque en mode outsource, ça veut dire que moi, en tant que donneur d'ordre, je n'ai pas de risque à part le risque de livraison sur lequel je dois m'assurer que tout au long du processus, c'est réglé. C'est des choses qui peuvent se définir au prix d'un effort raisonnable avec une franche discussion parce que, naturellement, il y a des risques qui sont hors portée du soumissionnaire, de dire, écoutez, moi c'est le prix que je soumets. Naturellement, il y a des aléas qui sont vérifiables et s'ils se produisent, ils seront facturés et vice-versa. Ça se fait assez bien, somme toute. Non, Monsieur le ministre, dans ce contexte-là, en gestion de projet, on l'appelle contingence. Oui. Et une acceptation d'un risque, donc un registre de risque. Et là-dedans, si le scope est clair et aguerri et accepté, chacun, il vit avec le scénario qu'il a accepté. Parfait. Et puis chacun pourrait assumer un risque qu'il provoque. Pour moi... Parce qu'on là encore en gestion de risque, il y a le propriétaire du risque, il faut qu'il mette en place de quoi le mitiger. Puis c'est toujours très facile de dire j'en prends pas soin et le transférer. Clairement. Mais on a quand même mentionné qu'il y avait un éventail de potentiels modes alternatifs, modes collaboratifs, puis le bon mode pour le bon projet, naturellement. Il y a un élément que vous ramenez, mais vous le ramenez de manière plus polie que... moins direct que d'autres, je ne dirais pas plus poli, mais moins direct. L'article 13.1, là, vous dites, dans cette simplification de gré à gré, il importe de bien définir les règles de conclusion. Puis je pense que vous faites référence dans une autre partie de votre texte à des enjeux qui ont été vécus dans le passé. Mais bref, là, moi, je mets ma casquette de gouvernance. C'est ça, c'est poli, mais vous nous dites faites attention. Drapeau rouge. Non, vous nous dites poliment. Ouais. C'est comme des points de vigilance, dans le sens où, quand il y a ce genre de contexte, il y a possibilité d'opacité, ou est-ce qu'on peut structurer ça, minimiser les risques qu'il y ait dérapage? Mais bref, mais naturellement, vous ne seriez pas allé là, si vous étiez nous. Naturellement, ouais. Je mettrais, alors, comme bon gestionnaire de risque, j'aurais mis des points de mitigation et de contrôle pour minimiser les possibilités qu'il y ait dérapage. Si c'est une option qui est favorable dans l'industrie, puis des fois, on est obligé d'avoir certaines options additionnelles au menu pour pouvoir attirer des contracteurs, encourager l'entrepreneuriat au Québec dans ce secteur-là. C'est très, très louable. Maintenant, dans ma casquette de gestion de risque, moi, j'aimerais mitiger ce qu'il y a à mitiger. Mais il reste peu de temps, une 15, une 20. Vous regardez ces dossiers-là, gestion de projet, ce qu'on s'apprête à faire là, de manière très encadrée, puis je pense qu'on est à la bonne place, bien, ça se fait également ailleurs. Est-ce que vous avez des histoires qui disent que ceux qui l'ont fait de manière bien encadrée
ont regretté le choix d'être allés en mode collaboratif pour des organisations publiques? Regretter, je pense que c'est un mot fort. Je pense qu'il n'y a rien qui est mieux que l'expérience. Puis chaque contexte et chaque situation est particulière. Moi, je pense que ça vaut l'expérience et ça vaut pour les avantages que ça peut ramener à ce secteur névralgique pour le Québec. Ça vaut l'expérience. Maintenant, encore là, dans ma casquette de bonne gouvernance puis gestion de risque, qu'est-ce que je pourrais éviter? Puis ça serait toujours mon réflexe. Parce que gestion de projet, on peut avoir d'excellents gestionnaires de projet, mais quand il s'agit de voir les angles morts puis avoir la casquette d'éviter des problèmes de gouvernance, gestion de risque, ça prend des yeux aguerris. Et pour moi, c'est quoi l'angle mort? Quand tout va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien quand je ne vois pas? Je vous remercie infiniment. Merci.